10 ans après ses débuts, Tomb Raider avait opéré un retour en force grâce à Legend. Crystal Dynamics a plein d'autres projets en tête pour l'avenir et c'est ce que nous allons découvrir dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Tomb Raider. La licence Tomb Raider se porte comme un charme alors que l'Ange des Ténèbres nous avait fait craindre à son extinction. Il n'en est rien car l'aura de Lara Croft ne s'est en fait jamais éteinte commercialement. Par exemple, des produits dérivés continuaient de sortir comme cette collection de figurines des éditions Atlas. Une soixantaine de figurines verront le jour sans compter les scènes emblématiques réservées aux abonnés premium. Des fascicules reprenant tous les différents mythes de la saga étaient inclus et à l'époque, le prix n'était pas déconnant pour des statues en résine. Un dernier produit dérivé de l'Ange des Ténèbres montrera le bout de son nez quelques mois après la sortie de Tomb Raider Legend. Il s'agit de Lara Croft Tomb Raider The Action Adventure, un DVD interactif qui reprend l'Ange des Ténèbres. Il se joue avec une télécommande et est même plus simple à terminer que le jeu original, s'adressant principalement au grand public. Tomb Raider Legend aura également d'autres jeux dérivés comme Trail Rider, qui aurait dû s'appeler Relic Rider au départ, un jeu flash promotionnel pour ce dernier. Développé par Eidos Interactive et Noise, il promouvoit aussi la marque Chrysler Jeep. Dans ce side-scroller, le but est de terminer le niveau le plus rapidement possible. Le premier niveau se déroule sur un parcours accidenté au Cambodge avec la Jeep Wrangler. Le niveau 2 se déroule dans les grottes de glace de l'Himalaya à bord de la Jeep Commander. Et enfin, le dernier niveau au Temple du Yeti laisse le choix du véhicule aux joueurs. Les jeux mobiles ne sont pas en reste avec Lara Croft Poker Party, sorti le 13 juin 2006. C'est un jeu de poker reprenant les règles du Texas Hold'em. Le jeu est développé par Morphem Wireless et vous permet de choisir un personnage parmi les licences Eidos. 12 sont présents. 4 vous proposeront de jouer en mode facile, 4 autres seront pour le mode normal, et enfin les 4 derniers, dont Lara Croft, miseront sur la difficulté pro. Chaque niveau vous mettra face à 3 adversaires. Autre jeu mobile, Lara Croft Tomb Raider Puzzle Paradox. Ce jeu reprend l'histoire de Tomb Raider Legend, mais au lieu d'avoir droit à un jeu d'action-aventure, il s'agit plutôt d'un puzzle game. 3 sortes de puzzles sont jouables. Le mode illumination, où il faut guider la lumière vers un point précis à l'aide de miroirs. Le mode Trapped, où il faut placer des gemmes de couleurs différentes sur chaque ligne et colonne. Et enfin le mode The Vault, qui consiste à déchiffrer une serrure ancienne en éclatant la rune centrale avec une rune extérieure possédant soit la même couleur, soit le même symbole. Le jeu est sorti en juillet 2006. Durant l'année de sortie de Tomb Raider Legend, Traveler's Tales, qui ont développé Lego Star Wars le jeu vidéo, commenceront à travailler sur des animations pour leur futur jeu Lego, un Lego Indiana Jones and Tomb Raider. Les animations seront pitchées à Lego et LucasArts. Malheureusement, le projet n'aura pas de suite et la raison est inconnue. Peut-être parce qu'un jour, George Lucas avait qualifié Tomb Raider de copie honteuse d'Indiana Jones. Bref, il y aura tout de même un jeu Lego Indiana Jones qui commencera à être développé. D'ailleurs, je reviendrai sur Indiana Jones un peu plus tard. J'aimerais revenir légèrement en arrière, en 2005 exactement. Pendant que Crystal Dynamics développait Tomb Raider Legend, le studio Core Design, qui est à l'origine de Tomb Raider, voulait faire un remake du premier Tomb Raider à destination de la PS2 et de la PSP. Eidos Interactive donnera son feu vert et le développement de Tomb Raider 10th Anniversary débutera fin 2005 pour une sortie espérée fin 2006. Le remake aurait gardé son histoire intacte et le gameplay original. Seule une mise à jour graphique et quelques ajustements d'énigmes étaient prévus. Un mode multijoueur coopératif était prévu dans lequel le second joueur incarnerait Melissa Croft, cousine de Lara, qui aurait grandi dans une branche moins fortunée que celle de Lara. Cette dernière a d'ailleurs toujours éprouvé de la jalousie pour Lara Croft et serait devenue tout le contraire de Lara. Elle est aussi intéressée par les reliques et artefacts, mais elle les obtiendrait de façon plus scrupuleuse. Avec le temps, Melissa Croft serait devenue une vraie cambrioleuse et sa présence dans l'aventure serait pour découvrir comment Lara réunit autant d'objets précieux dans son manoir. Dans les quelques concept arts d'elle, on remarque qu'elle est très différente de Lara, arborant un look encore plus sexy que Lara avec une note punk. Enfin, une fois le jeu terminé, il devait être possible de contrôler Melissa durant le mode solo. Durant le développement, Eidos demandera à Core Design d'ajuster le modèle de Lara afin qu'il corresponde à celui de Tomb Raider Legend.
John L. Elliott, qui avait doublé Lara Croft dans les Tomb Raider 4 à 6, était censé reprendre son rôle pour le remake. Malheureusement, Core Design sera vendu à Rebellion Developments en 2006 et le remake sera annulé. Aucune explication officielle ne sera donnée sur le motif de cette annulation, beaucoup penseront qu'Eidos ne voulait pas confier le développement à un studio tiers, car oui, Core Design ne leur appartenait plus, mais une autre hypothèse serait que c'est après avoir vu la démo d'ouverture de Legend qu'Eidos aurait pris conscience que Crystal Dynamics était capable de sortir un jeu de la même trempe sur plus de plateformes que ne le pouvait Core Design. Ils essaieront tout de même de reskiner le jeu pour en faire un jeu Indiana Jones ou National Treasure avant son annulation définitive. Leur dernier jeu, Freerunning, était développé en parallèle pour une sortie en 2007 avant que le studio ne ferme définitivement ses portes. Des extraits du jeu qui était arrivé à sa phase alpha ont été dévoilés en 2021. Le vrai Tomb Raider Anniversary sera évoqué pour la première fois dans une interview d'Ian Livingstone, peu après la sortie de Legend. Eidos aurait sollicité Crystal Dynamics pour développer ce remake à l'occasion des 10 ans de la licence et suite au succès de Legend. Ils seront aidés de BuzzMonkey Software qui avait aidé pour le portage de Tomb Raider Legend sur PSP. Le directeur créatif du jeu sera James Botta, le producteur Lulu Lamer et le directeur artistique Andrew Wood. L'équipe de développement sera très enthousiaste à l'idée de développer le remake en utilisant tous les atouts de développement de Tomb Raider Legend. Ils seront aussi honorés par cette demande étant donné le statut que possède le jeu original dans l'histoire des jeux vidéo et le fait qu'il soit très aimé par les fans. Le développement ne sera pas de tout repos étant donné qu'il sera divisé dans 2 studios. 15 personnes de chez Crystal Dynamics alors que la plus grande équipe se trouvait chez BuzzMonkey Software. Bien sûr, la section exécutive des services créatifs de Crystal Dynamics supervisait le développement. Durant la conception, l'équipe a mis l'accent sur la création du jeu avant de faire des ajustements pour réduire au maximum la documentation papier en faveur des conversations face à face. Un système démocratique était également mis en place. Ce dernier était fondé sur le mérite où les idées pouvaient être mises en avant par d'autres membres de l'équipe. L'histoire étant assez clairsemée, Crystal Dynamics fera de nouveau appel à Toby Gard en tant que concepteur d'histoire. Le but étant d'être le plus fidèle possible à l'histoire originale, tout en l'étoffant un peu plus et de la placer dans la continuité de Legend. Matt Riganti écrira le scénario et les dialogues. Toby Gard apportera donc les motivations des personnages, chose qui était impossible dans le Tomb Raider original, car l'histoire se devait d'être racontée très vite. Jusqu'où Lara serait-elle prête à aller et quelles limites morales serait-elle capable de franchir ? Autant de questions très humaines qui seront traitées dans ce remake qui nous montrera une Lara toujours plus humaine mais avec une pulsion pour l'aventure beaucoup plus prononcée que dans Legend. C'est toujours Kayleigh Hawes qui s'occupera du doublage et Françoise Cadol en France, encore une fois. Lara revêtira sa tenue emblématique du premier volet dans cet opus qui se déroule toujours en 1996, soit 10 ans avant les événements de Legend. D'autres personnages se verront aussi étoffés comme Natla, mais surtout Larson qui fusionne avec l'homme cow-boy vu dans les mines de Natla. On y remarque d'ailleurs une chimie entre le personnage de Lara Croft et de Larson, et sa mort pour Lara sera assez émotionnelle étant donné qu'il s'agit du premier meurtre humain commis par Lara. Les autres sbires se verront réinventés pour être plus réalistes, l'affrontement avec ces derniers sera très épique après la mort de Larson. Andrew Wood déclarera que le point de départ de ce remake est de recréer les moments les plus mémorables du jeu dans une échelle plus grande et plus détaillée. Bien sûr, le tout sera modernisé pour correspondre au nouveau gameplay et y inclure des interactions avec le grappin. Les moments couloirs du jeu seront pour la plupart gommés. Quant aux animaux, les ennemis principaux de ce Tomb Raider, ils seront redessinés afin de paraître beaucoup plus menaçants afin que les joueurs n'aient pas de remords pour les tuer. D'ailleurs, les armes du Tomb Raider original seront de retour, de même que le système de recharge d'armes de Legend, ainsi que son Bullet Time. Celui-ci s'activera dès que Lara esquivera un ennemi faisant une charge. Cette charge est exécutée à partir du moment où l'animal reçoit assez de balles et que ce dernier pousse un rugissement accompagné d'un effet sonore caractéristique. Le manoir des Croft est bien sûr de retour dans une version plus grande que Legend, proposant cette fois un labyrinthe à l'extérieur du manoir, ainsi que des tas de souvenirs liés aux précédentes aventures de Lara. Chaque environnement sera créé à partir d'une palette de couleurs basses et désaturées, afin d'obtenir un meilleur réalisme. Les éléments colorés étaient ajoutés par la suite, comme les feuillages, le tout combiné avec plusieurs types d'éclairage. La lumière et l'obscurité évoluaient continuellement dans le jeu afin d'apporter plus de mystère. Le Pérou se verra offrir un passage qui n'était visible qu'en cinématique dans le jeu. Cela plaira beaucoup aux fans.
D'ailleurs, le Pérou offre une sacrée variété dans ses environnements. Des montagnes, une jungle et une tombe souterraine. La cité de Vilcabamba, qui a été découverte entre-temps, a pu être redessinée. La vallée perdue est beaucoup plus ouverte d'ailleurs et possédera un ciel cette fois par rapport à l'original où l'équipe n'avait pas eu le temps de l'implémenter. Pour la Grèce, les développeurs sont partis d'un concept de temple souterrain caché dans les montagnes. La folie Saint-François sera modernisée et les noms des dieux grecs cohérents alors que l'original mélangeait dieux grecs et romains. L'Égypte ne subira pas d'énormes changements, l'équipe se donnera l'objectif de se concentrer sur les éclairages du soleil afin d'apporter encore une fois plus de mystère, et se concentrera davantage sur les pièges. Et enfin, l'Atlantide, nommée ici l'île perdue, sera profondément chamboulée, avec son design mélangeant fantastique et volcanique, très différent des environnements faits de chair de l'original. Les développeurs joueront plusieurs fois au Tomb Raider original afin de mémoriser les moments emblématiques du jeu et de savoir lesquels garder ou non afin de plaire aux vétérans comme aux nouveaux joueurs. Certaines énigmes et mécanismes de clés à trouver pour avancer seront conservés. Cependant, les systèmes de clés seront réduits au profit de nouvelles énigmes plus modernes qui utiliseront cette fois la physique, les mouvements ou les gadgets de Lara, comme dans Tomb Raider Legend. D'ailleurs, certaines se verront simplifiées afin que leur solution soit plus comprise par le joueur. Legend était critiqué pour sa linéarité, Anniversary proposera différents chemins à explorer grâce notamment à la façon dont étaient construits les niveaux de l'original. Le jeu verra aussi le retour de l'inventaire de l'original ainsi que la disparition de certains gadgets de Legend. Un bon retour aux sources qui a vraiment plu aux fans de la première heure. Les niveaux de difficulté sont les mêmes que pour Legend. Les niveaux sont également faisables en contre-la-montre afin de débloquer des bonus comme dans Tomb Raider Legend. Les bonus seront aussi débloquables via des artefacts et reliques cachés dans le jeu. D'ailleurs, les reliques seront plus compliquées et intéressantes à trouver. Ces dernières posséderont une description détaillée de leurs histoires. Les bonus débloquables sont du même style que ceux de Legend avec des tenues, et surtout des tenues faisant gloire au précédent jeu, des commentaires audio in-game pour en apprendre plus sur le développement du jeu dans une zone particulière, des concept arts et bien d'autres. La musique de Nathan McCree sera réorchestrée par Troy Solman, le compositeur de Legend. Il étendra certains morceaux et inclura des éléments orchestraux plus avancés. Il fera un petit retour en arrière sur sa façon d'inclure la musique dans un Tomb Raider. Cette dernière apparaîtra à des moments clés du jeu, contrairement à Legend où un thème était constamment joué et rythmé par l'action des joueurs. Bien sûr, de nouveaux morceaux seront composés pour le jeu, surtout pour l'Égypte, pour lequel il utilisera des styles musicaux perses. Cinq mois lui seront nécessaires pour livrer la musique de ce Tomb Raider Anniversary. Promotionnellement, le jeu sera annoncé en juin 2006, avec comme titre Tomb Raider Anniversary 10th Edition, pour PS2, PSP et PC. En effet, seulement 3 plateformes étaient au départ choisies, PlayStation et PC, car ces types de plateformes sont vraiment affiliés au Tomb Raider original. Nixxes Software s'occupera de la version PC. La version PS2 sera poussée au maximum de ses capacités techniques et par conséquent, le portage PSP a été un énorme défi, mais réussi néanmoins. En raison de la demande des fans, une version Xbox 360 sera mise en chantier. Cependant, afin de livrer le jeu le plus vite possible, il a été décidé que le jeu serait segmenté en plusieurs épisodes téléchargeables sur le Xbox Live Arcade, à condition de posséder Tomb Raider Legend. Une version commerciale arrivera tout de même un peu plus tard. Le développement d'une version Wii sera lancé un peu plus tard, car la réception de kits de développement Wii fut tardive et sortira quelques mois après les autres versions. Évidemment, cette version offrira des phases de gameplay spécifiques grâce à la détection de mouvements. Feral Interactive et Robosoft Technologies porteront une version Mac et enfin, Finblade développera une version mobile.
Le jeu sera nommé définitivement Lara Croft Tomb Raider Anniversary en novembre 2006. La promotion dans les salons est toujours réalisée par Karima Adebib, qui est le premier modèle à promouvoir 2 jeux à la suite. Le jeu sortira sur PS2 et PC le 1er juin 2007 avec une version collector exclusive à la PS2 comprenant un documentaire pour les 10 ans de Tomb Raider sur un DVD, ainsi qu'un CD comprenant des morceaux de Tomb Raider Anniversary et de Tomb Raider Legend. La version PSP sortira d'abord en Amérique du Nord le 9 août, la version 360 débarquera le 23 octobre 2007, la version Wii le 13 novembre 2007 et le portage Mac en février 2008. Lara Croft Tomb Raider Anniversary s'ouvre de la même façon que l'original. Suite aux essais nucléaires à Los Alamos en 1945, une étrange créature s'échappe d'un bloc de glace. 1996, Lara Croft, une jeune archéologue britannique, est mise en relation avec Jacqueline Natla grâce à Larson Conway, à Calcutta, en Inde. Cette dernière souhaite engager Lara pour retrouver le Sion de Qualopec au Pérou, dans la cité de Vilcabamba. Natla sait que Lara et son père ont cherché en vain à mettre la main sur cet artefact. Le jeu débute juste devant l'entrée du temple où le joueur devra grimper les falaises pour atteindre le mécanisme d'ouverture du temple. Son guide se fera attaquer par une meute de loups et on nous montrera une réaction moins froide de Lara vis-à-vis de sa mort par rapport à l'opus original. Lara devra explorer seule les cavernes infestées de loups, de chauves-souris et d'ours. La porte menant à Vilcabamba possédera un mécanisme bien différent de l'original. Il faudra s'appuyer sur 2 leviers pour que la cité s'ouvre à Lara. La voie menant à la vallée perdue sera également modernisée par ce même genre de mécanisme. Une fois dans cette vallée, il faudra, comme dans l'original, retrouver des engrenages pour dévoiler l'entrée de la tombe de Qualopec, cachée derrière une cascade. La recherche de ces objets mènera Lara à faire une rencontre que les joueurs n'ont pas oubliée, les fameux dinosaures dont le T-Rex. Après une séquence QTE, le combat sera très différent de l'original. Il faudra le cribler de balles pour remplir une jauge de rage. Une fois rempli, le T-Rex vous chargera en mode bullet time, et il faut tout faire pour le forcer à foncer tête la première sur des pièges ornés de pointes. Une fois dans la tombe de Qualopec, il faudra traverser 3 salles différentes pour lever les portes menant vers le Sion. L'histoire est la même, Qualopec est un des 3 souverains de l'Atlantide, gardien d'un des 3 morceaux du Sion. Après avoir été surprise par une momie, Lara s'accapare le premier morceau de Sion et s'échappe de la tombe en train de s'écrouler. Larson l'attend à la sortie au prix d'un affrontement QTE. Comme dans l'original, on apprend que Pierre Dupont a été engagé par Natla pour trouver le second morceau. Lara s'introduira dans les bureaux de Natla et fouillera son ordinateur pour y trouver quelques vidéos, dont une montrant Larson qui suivait Lara au Pérou, et la seconde est Pierre Dupont devant la folie Saint-François en Grèce où se trouverait le second morceau de Sion. Lara s'y rend immédiatement avec la voix off du père de Lara qui est persuadé que le Sion possède beaucoup de connaissances et serait capable de l'aider dans sa quête pour retrouver Amelia, la mère de Lara. Contrairement au premier Tomb Raider, Lara n'affrontera pas Pierre durant le lancement du niveau. Ils joueront plutôt au chat et à la souris pendant une cinématique où le défi sera de savoir qui mettra la main en premier sur le second morceau de Sion. La salle verticale de la folie Saint-François est bien sûr de retour avec beaucoup d'éléments modernisés. Lara devra traverser 4 salles de dieux grecs afin de récupérer des clés pour aller au niveau suivant. L'amphithéâtre, un niveau court où Lara affrontera des gorilles et des lionnes dans un colisée avant de trouver le palais de Midas. Le niveau est méconnaissable par rapport à sa version de 1996. La statue de Midas y apparaît entière et les épreuves pour récupérer les lingots de plomb reprennent les mêmes thématiques à la différence que les défis sont beaucoup plus grands. Une fois transformée en or grâce à la main de la statue de Midas, Lara placera les lingots d'or et sera emmenée dans un niveau qui combine les 2 derniers niveaux grecs initiaux du jeu original. Voici le tombeau de Tiokan, un niveau aquatique où le but est de faire monter le niveau de l'eau tout en délivrant un radeau de bois pour atteindre le fameux tombeau où Lara apprendra sur la tombe de Tiokan que l'Atlantide a été engloutie suite à une trahison d'un des gardiens du Sion. Pierre arrivera sans prévenir, menacera Lara de lui donner le Sion trouvé au Pérou. Lara se défendra à nouveau dans une séquence QTE. Souhaitant prendre la fuite, ce dernier se fera écrabouiller par les statues de centaures gardant le temple qui ont pris vie. Elles feront office de boss dans un combat encore différent de l'original. Lara devra les défaire de leur bouclier et s'en servir contre elles pour refléter leur pouvoir qui transforme les gens en statues. Une fois en statue, Lara les criblera de balles car c'est la seule façon de leur faire perdre de la vie. Une fois défait, elle assemblera les 2 morceaux de Sion, permettant de voir Tiokan et Qualopec juger la gardienne qui les a trahis. Le dernier morceau de Sion se montre aussi, et il se trouve en Égypte.
Lara s'y rend avec une moto et le premier niveau permettra aux joueurs d'affronter des panthères et des momies-chats gardiennes du temple de Khamun. Un puzzle non présent dans l'original permet de se rendre à l'obélisque de Khamun. Ce dernier demandera de trouver 4 artefacts disséminés dans le niveau. Une fois réunis et placés, il faudra encore réunir 2 ankh sous la statue du Sphinx, afin d'avoir accès au sanctuaire du Sion. La session d'escalade sera totalement modernisée pour le passage où l'eau devra être vidée. Cela permettra de se rendre dans la salle où se trouve le Sion. Une fois acquis, Lara quitte le temple sur le point de s'écrouler. Elle assemble les 3 morceaux de Sion et découvre que la gardienne qui a trahi son peuple n'est autre que Jacqueline Natla, qui souhaitait lancer le 7e âge. Sortie de sa vision, Lara ne possède plus les morceaux de Sion et est immobilisée par les hommes de main de Natla. Après leur avoir ordonné d'abattre Lara, une session QTE permettra de leur échapper et Lara fera le grand saut. Elle poursuivra Natla avec sa moto et s'infiltrera dans son yacht avant de la suivre vers une petite île. Cette dernière abrite des mines où Lara devra récupérer des fusibles afin de faire tomber un container sur le local abritant les armes que Natla lui avait confisquées. Mais cela lui permettra aussi d'activer une foreuse pour se rendre dans les profondeurs de la mine. Malheureusement, Larson lui barrera la route à nouveau. Essayant de l'amadouer, Larson se fera cribler de balles par Lara, qui a eu beaucoup de mal à commettre ce meurtre. Premier contre un être humain. Elle reprend sa route à travers une section de plateforme au beau milieu de la lave en fusion avant de tomber devant une grande pyramide gardée par les hommes de main de Natla. Nouvelle séquence QTE contre Cold, contre qui les tirs de Lara ne font rien. Elle l'assommera et s'attaquera au Kid, qui se fera poignarder par Cold au moment de sa reprise de conscience. Celui-ci veut absolument être celui qui tuera Lara. Alors qu'il pense y arriver, le Kid lui tirera une rafale d'Uzi dans son dernier souffle. Moment d'équilibrisme pour atteindre les leviers qui ouvriront la voie vers la grande pyramide. Cette dernière est infestée d'eux qui lâchent des êtres hybrides capables de voler pour certains et de lancer des orbes d'énergie. D'autres sont plus terre à terre, mais plus rapides pour atteindre Lara. Elle s'en débarrassera et commencera une ascension dans une grande salle verticale en espérant atteindre le Sion. Elle fera face à son propre clone, fait de chair, qui reproduit exactement les mêmes mouvements qu'elle dans une salle asymétrique. Elle s'en débarrassera en usant de la ruse, comme dans l'original, et atteindra le Sion. Natla y apparaîtra avec ses fameuses ailes. Le lien avec la créature de l'introduction est vite établi. Elle chercherait à recréer l'armée de l'Atlantide. Natla essaie de convaincre Lara de la rejoindre pour gouverner avec elle et profiter de l'immortalité et du savoir du Sion qu'elle a recherché toute sa vie. Bien sûr, au prix de quelques vies humaines. Après réflexion, Lara demandera pardon à son père pour ce qu'elle a l'intention de faire, et se mettra à tirer sur le Sion. Natla se jette sur Lara, l'emportant dans un précipice. Alors que Lara se rattrape grâce au grappin, Natla se noie dans la lave. De retour sur la terre ferme, une créature gigantesque sort d'un œuf géant, et Lara devra user encore une fois de la rage et du bullet time pour forcer la créature à se jeter dans le vide et tirer sur ses doigts accrochés au bord du précipice pour la faire tomber elle aussi dans la lave. Cherchant à sortir de ce lieu, Lara tombera nez à nez avec Natla qui est totalement méconnaissable suite au bain qu'elle a pris dans la lave. Elle voudra se venger de Lara suite à la destruction du Sion. Après l'avoir sérieusement amochée, celle-ci doublera d'efforts pour tuer Lara. Il faudra à nouveau user de la rage pour la forcer à foncer et de sauter au-dessus d'elle afin de lui tirer dans le dos, là où se trouve son point faible. Dans une dernière QTE, Natla annoncera qu'elle trouvera un autre moyen de parvenir à ses fins car cette île n'est qu'un vestige de l'Atlantide et qu'il en existerait d'autres, avant que Lara, à l'aide de son grappin, n'écrase Natla, puis prendra la fuite de la pyramide et quittera l'île avec le yacht de Natla. Lara Croft Tomb Raider Anniversary sera très bien reçu par la presse. Ce qui émane des critiques est que le jeu est un sacré bel hommage au jeu original, et que le jeu est vraiment beau. Mieux que Legend pour beaucoup car moins linéaire, et avec beaucoup moins de séquences tutoriels. Les énigmes seront qualifiées d'impitoyables par GameSpy notamment. La version PC sera recommandée face à la PS2 car plus belle graphiquement. La version 360 aura beaucoup de graphismes défectueux et des baisses de FPS. La version PSP sera saluée car incroyablement belle et fidèle à la version PS2, sans baisse de framerate. Un véritable exploit. Sa caméra sera tout de même critiquée à cause de l'absence d'un second stick analogique. La version Wii divisera. Beaucoup de séquences adaptées au gameplay des Wiimotes seront saluées, alors que d'autres ajouts seront jugés inutiles, voire carrément pas au point. La caméra faisant des siennes sur cette version, mais la qualité graphique est au-dessus de la PS2, malgré là aussi des baisses de framerate. Le jeu sera nominé dans la catégorie meilleure direction artistique à la National Academy of Video Games Trade Reviewers, tandis que la version mobile remportera le prix de jeu d'action mobile de l'année 2007 lors de l'Independent Game Developers Association. Dès sa sortie,
Le jeu se classera numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le jeu sera le plus loué en juin 2007. En Europe, il restera dans le top 5 des meilleures ventes de jeux pendant tout le mois de juin 2007. Les versions PS2 et Wii recevront le prix Silver de l'ELSPA pour avoir réalisé 100 000 ventes au Royaume-Uni. Les derniers chiffres de vente connus ne sont pourtant pas glorieux. En 2009, les chiffres officiels sont sans appel, 1,3 million d'exemplaires. Il s'agit du Tomb Raider le moins vendu depuis le lancement de la série. En attendant, la licence continue son exploitation avec les attractions Tomb Raider The Ride qui reprenaient les 2 premières adaptations cinématographiques à Kings Island et Canada's Wonderland, ainsi que Tomb Raider Firewall qui depuis 2006 ne sont plus associés à la marque Tomb Raider suite au rachat des parcs Paramount par Cedar Fair. Voici Tomb Raider The Machine en Italie. Et oui, même des attractions utilisent la marque Tomb Raider. D'ailleurs, cette dernière existe toujours aujourd'hui. Casino Online proposera des machines à sous Tomb Raider également, avec tout d'abord Tomb Raider, une machine à sous comprenant 5 rouleaux de 15 lignes, et sa suite Tomb Raider Secret of the Sword en 2008. Cette dernière comprendra 5 rouleaux de 30 lignes. Aujourd'hui, ces jeux n'existent plus. Tomb Raider passera par la case série animée. En effet, le service de location de jeux vidéo GameTape proposera, peu de temps après la sortie d'Anniversary, 10 épisodes dans une série nommée Revision Lara Croft Tomb Raider. Chaque arc aura son propre style d'animation. Les arcs seront non canoniques et proposeront chacun une Lara n'ayant pas les mêmes origines que les autres. Le premier arc, Keys to the Kingdom, est composé de 3 épisodes dans un style d'anime OVA et qui nous emmène au British Museum de Londres pendant une conférence du professeur Heinrich sur la science de Playroom. Ce dernier utilisera un Ankh pour prouver ses théories, mais se fera abattre. Le tireur récupérera l'Ankh et Lara se montrera et affrontera l'homme qui tirera sur Lara, mais un homme du nom de Zahir Zalat s'interposera et sera tué. Lara récupérera l'Ankh et ressuscitera la statue d'Osiris afin de se débarrasser de la Kabbale. Elle ramènera le professeur à la vie, mais ce dernier n'est pas d'accord, il prédira l'arrivée d'un chaos et se jettera par la fenêtre. Lara détruira la statue d'Osiris. Cependant, son âme se dirigera vers Zahir Zalat, dont il prendra possession du corps. Ce dernier emmènera Lara au Playroom grâce à l'astrolabe de Masala. La Kabbale la suivra, mais une fois dans le Playroom, leur corps dans le monde physique se retrouve sans vie. Zahir usera d'une stratégie pour faire croire à un massacre en dispersant les corps de différents groupes de personnes, déclenchant une guerre civile. Heureusement, les dieux à l'intérieur du Playroom relâcheront Lara et elle vaincra Zahir en récupérant et détruisant l'Ankh. La seconde animation est similaire à un court-métrage Looney Tunes, très comique et optimiste. Il se nomme Revenge of the Aztec Mummy. Il conte l'histoire de Zoltan ayant trouvé la tombe de Moctezuma et qui chercherait à s'emparer du scarabée écarlate, une pierre précieuse. Cependant, son assistant Rodrigo souhaite ramener à la vie Moctezuma et nous pourrons compter sur Lara pour l'en empêcher. Angel Spit proposera une animation sur des images fixes et quelques passages totalement fixes dans un livre avec quelques effets par-dessus. Dans ce récit, un professeur du British Museum demandera à Lara de retrouver de l'Angel Spit, un matériau trouvé par des explorateurs en Antarctique. Ce dernier aurait le pouvoir de guérir des maladies graves. Lara essaiera de retrouver le lieu qui n'a pas été répertorié sur les cartes. Une chamane l'aidera, mais l'avertira sur les dangers de cet endroit. Lara s'y rendra et découvrira un temple enfoui qui abrite des centaines de créatures prisonnières de gousses faites du fameux matériau. Ces dernières seront très nombreuses et Lara prendra la fuite car n'ayant plus de munitions. Cependant, une créature a réussi à s'accrocher à son exosquelette dans son trajet retour. L'animation suivante sera du même style que Doctor Who, Scream of the Shalka, et sera présentée sous un style de cinéma classique avec un effet sonore granuleux. Nommé Lara Croft Legacy, Lara serait à la recherche du sceptre de Khan et s'introduit dans le monastère de Gompa. Elle découvrira qu'ils se servent du sceptre pour transformer les humains en bêtes. Une certaine Abigail se fera capturer après avoir suivi Lara par admiration. Lara sera capturée également, mais elles parviendront à s'enfuir avec le sceptre. Lara sera poursuivie par le chef qui se transformera en loup-garou. Lara le laissera tomber d'une falaise et s'en sortira grâce au grappin. À la fin de l'histoire, Abigail pourrait bien être engagée comme assistante de recherche. Pretty Raider est un épisode totalement inspiré de Kim Possible, où l'on découvre Lara Croft, 12 ans, faire ses premières preuves à la Croft Academy, en volant une dague à la directrice de l'établissement dans plusieurs séquences gaguesques.
Raising Tomopolis est un épisode ressemblant davantage à un dessin animé pour enfants dans lequel Miss Croft devra réaliser 3 défis afin de gagner un prix dans la cité perdue d'Atlantide. Enfin, A Complicated Woman met en scène 3 antagonistes racontant à tour de rôle un exploit de Lara Croft alors qu'ils cherchent à forcer un coffre pour obtenir le bouclier de Méduse, que Lara n'oubliera pas de récupérer en se débarrassant de ces derniers. Les épisodes sont disponibles sur YouTube sur la chaîne Tomb Raider Company. Ils sont sous-titrés en français et je les conseille vraiment à tous les fans de Miss Croft. Pendant le développement d'Anniversary, une autre partie de l'équipe de développement de Crystal Dynamics s'occupait déjà de la prochaine aventure de Lara Croft. Les premiers concept arts portaient le nom de Lara Croft Tomb Raider 8, qui ne sera bien sûr que provisoire car dès novembre 2007, la marque Tomb Raider Underworld sera déposée, abandonnant le nom Lara Croft dans sa marque. Le jeu sera officialisé en janvier 2008 et il est prévu qu'il sorte sur toutes les plateformes en novembre 2008. Nous y reviendrons plus tard. Le magazine Play sera le premier à donner des informations sur la toute première démo du jeu. Lara serait vraiment next-gen et le jeu serait assez photoréaliste. La physique profiterait également d'un nouveau moteur totalement différent de Legend et Anniversary, ce que Crystal Dynamics confirmera. En effet, un moteur sera spécialement créé pour le jeu et sera même réutilisé dans le jeu Deus Ex Human Revolution. La version Xbox 360 aura la priorité sur son développement, tandis que Nixxes Software aidera pour les portages PS3 et PC. Une version DS sera développée par Santa Cruz Games en se calquant sur ce qui avait déjà été proposé dans la version DS de Legend, à savoir un jeu en 2,5D. BuzzMonkey Software développeront des versions PS2 et Wii. Ces versions reprendront beaucoup de choses des versions nouvelle génération, mais feront aussi beaucoup de concessions, déjà graphiquement, mais aussi au niveau des lieux gigantesques que propose le jeu. Ils seront remplacés par des lieux inédits, adaptés pour ces machines. Une version Mac sera développée plus tard par Crystal Dynamics. Comme dit précédemment, Lara sera redessinée pour paraître plus réaliste sur les consoles de dernière génération. Elle portera désormais une tenue beaucoup plus sombre. Lara sera également plus agile et cela est dû à la motion capture. Heidi Moneymaker, gymnaste olympique, servira de modèle tandis qu'Alison Carroll sera le nouveau mannequin engagé pour la promotion du jeu. Le doublage ne change pas, Kelly Howes et Françoise Cadol répondront présentes. Au niveau du gameplay, pas mal de détails profiteront comme jamais à l'immersion du joueur dans un Tomb Raider. Par exemple, Lara pourrait laisser des traces de pas dans la boue qui resteront indéfiniment, mais qui pourront très bien être aussi emportées par la pluie. Les corps des ennemis ne disparaissent plus, et chaque élément de décor détruit seront permanents. Lara réagit également naturellement au feuillage qu'elle écartera pour se frayer un chemin. Le jeu se veut très réaliste avec beaucoup de possibilités de laisser une trace dans les niveaux. Cela permet aux joueurs de reconnaître facilement les endroits qu'ils ont déjà fouillés, car ce Tomb Raider profitera d'environnements encore plus ouverts et moins linéaires qu'auparavant. Des effets météo seront également présents et auront une grande influence sur les sessions d'escalade, rendant les rebords plus glissants par exemple, et pourraient vous faire lâcher prise. Pour les nouveautés de combat, Lara peut désormais viser 2 ennemis à la fois avec ses doubles pistolets, mais aussi ne dégainer qu'un seul exemplaire de ses doubles pistolets alors qu'elle est accrochée à une falaise, ou même lorsqu'elle joue les funambules. Les ennemis sont désormais capables de la suivre très facilement, rendant la fuite quasiment impossible. Les énigmes seront encore plus présentes que les opus Legend et Anniversary, et il est même possible de se servir de ces véhicules pour les résoudre. D'ailleurs, si le joueur bloque, il est possible de demander des indices au jeu, ne laissant pas les novices de côté. Le bullet time sera remplacé par les moments adrénaline. En remplissant une jauge, il est possible d'activer cette option afin de ralentir le temps et d'enchaîner les ennemis. Pour ce qui est des armes, les doubles pistolets seront disponibles pour chaque niveau et une liste d'armes sera proposée aux joueurs permettant de sélectionner son arme secondaire parmi les Uzi, une arme de type fusil d'assaut, un fusil à pompe, des fusils harpons, dont un avec des flèches tranquillisantes. N'oublions pas les grenades qui sont cette fois-ci adhésives. Elles se colleront aux ennemis et se déclencheront au bout d'un certain temps, ou bien tout simplement en leur tirant dessus. Différentes tenues pourront également être proposées avant de commencer un niveau. Bien sûr, Lara profitera de nouveaux mouvements, la possibilité de grimper sur les barres horizontales et de faire des sauts de mur en mur et même de grimper sur une corniche et l'allonger. Sans oublier le grappin qui va plus loin dans ses fonctions d'escalade. Au niveau du scénario, c'est la suite directe de Tomb Raider Legend. Lara ayant appris que sa mère est en Avalon, elle cherchera un moyen d'entrer dans son équivalent nordique, Helheim, mais aussi de récupérer le marteau de Thor afin de tuer un dieu, en l'occurrence Jacqueline Natla qui fait son retour, car le jeu est aussi lié à l'opus Anniversary. Pour cela,
Lara visitera un temple englouti sous la mer Méditerranée et visitera la Thaïlande, le Mexique, l'île Jan Mayen, s'infiltrera sur un paquebot sur la mer d'Andaman et terminera son exploration dans l'océan Arctique. Le manoir Croft apparaît également, mais il ne sera pas possible de le visiter en dehors de l'histoire. Et en plus, nous ne sommes pas vraiment libres dans ce niveau. Des environnements seront abandonnés comme l'Atlantide, qui devait revenir si l'on en croit quelques concept arts présentant les ruines d'un temple Atlante et une caverne Atlante. Une chambre du temps abandonnée semblait aussi être tirée de l'Atlantide. L'océan Arctique possède lui aussi un passage supprimé où il était question d'explorer la banquise, d'y voir des pingouins et de conduire en moto des neiges. Les principaux personnages de Legend sont de retour comme Zip et Alistair, mais plus d'Omar et Fred pour leur doublage. Ces derniers ne communiqueront plus avec le joueur durant les niveaux car beaucoup de critiques ont été faites sur le manque de solitude dans Tomb Raider Legend. Tant pis, Lara parlera toute seule en filmant ses découvertes. Notons aussi le retour de Winston, Amanda et bien sûr Jacqueline Natla d'Anniversary pour cette dernière. De nouveaux personnages ont été supprimés, une certaine Jessica, Peter Eddington, qui était évoqué à la fin de Legend et qui sera évoqué également au début d'Underworld, c'est un ami du père de Lara qui apparaîtra tout de même sur une photo. Également supprimé du jeu, le sénateur Rutland, le père de James Rutland. On suppose que ce dernier voulait venger la mort de son fils par Lara dans Legend. Pour le bestiaire, des ours blancs et des Bigfoot défigurés devaient figurer dans le passage supprimé de l'océan Arctique. Enfin, au niveau des artefacts à récupérer, Lara devait, en plus des gantelets et de la ceinture de Thor, trouver l'œil d'Odin, une espèce de tiare qu'il était possible de combiner avec la ceinture de Thor. Jessica la porte dans les concept arts, dans une version déchaînée par rapport au premier concept arts. Des socles en pierre gravée pour le marteau de Thor étaient prévus dans le même genre que ceux d'Excalibur dans Tomb Raider Legend. Différentes arbalètes ont été dessinées mais abandonnées. Qui dit Tomb Raider plus ouvert dit beaucoup plus de secrets, artefacts et reliques très semblables au système d'Anniversary. Bien sûr plus nombreux, ceux-ci déverrouilleront des images dans une galerie d'art. Des concept arts et autres images bonus seront déverrouillées. C'est assez maigre comme bonus par rapport à Legend et Anniversary. Pas de marteau spécial en bonus comme Legend avait proposé une épée spéciale dans ses bonus, à savoir l'épée du jeu Legacy of Kain, Soulweaver. Pour la bande sonore, Colin O'Malley composera la majeure partie de la musique qui sera supervisée par Troels Follman. Follman qui composera entièrement le thème principal de Tomb Raider Underworld. Les musiques seront purement orchestrales et reviendront sur un schéma similaire au premier Tomb Raider. La musique ne se déclenchera qu'une seule fois à un moment spécifique et ne tournera pas en boucle. 2 jeux mobiles seront développés pour Tomb Raider Underworld afin de vraiment satisfaire même les téléphones les plus vieux. Une version 2D similaire au jeu de Yomo et enfin une version 3D dans la même veine que Tomb Raider Legend. Le premier teaser du jeu montrera une Lara sombre faisant exploser son manoir sur Lacrimosa du Requiem en Ré mineur de Mozart. Cette bande-annonce fera bien spéculer les fans de Lara. Serait-elle devenue folle? Abandonne-t-elle son passé? Tourne-t-elle la page à propos de la disparition de sa mère? Beaucoup penseront qu'il ne s'agirait pas de Lara, mais peut-être d'un retour de son doppelganger sous une autre forme. Ces derniers auront raison, le doppelganger est bien de retour et de nombreux concepts seront établis avant de lui donner ce design définitif. Un soin particulier apporté à ce personnage qui aura même sa propre extension, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Nous sommes le 18 novembre 2008 et Tomb Raider Underworld débarque en Amérique du Nord. Un artbook Tomb Raider Underworld était offert pour toute précommande du jeu. L'Australie aura droit à une version collector nommée Ultimate Fan Pack, exclusif au magasin EB Games. Cette édition comprenait une figurine, une casquette, un calendrier, un t-shirt, une sacoche et bien sûr le jeu. Le Royaume-Uni possédera son édition limitée, semblable à celle d'Anniversary, avec un DVD comprenant un making-of, des galeries d'art et la bande-son. Cette édition était exclusive au magasin Game. Le jeu propose de lancer un récapitulatif de Legend et Anniversary pour les nouveaux venus. La suite met en scène Lara qui tente de se frayer un chemin dans son manoir qui vient de subir une explosion.
Ce niveau fait office de tutoriel et se termine par une cinématique où Zip tente de tuer Lara, Winston tente de l'en empêcher, et après un dernier coup de feu, le titre Tomb Raider Underworld apparaît et nous emmène une semaine plus tôt. Au beau milieu de la mer Méditerranée, Lara est sur son yacht et prépare une expédition sous-marine. Le fameux Eddington, ami du père de Lara, lui aurait révélé que Richard Croft pensait pouvoir rejoindre Avalon d'ici. Malgré le scepticisme de Zip et Alistair concernant la survie de la mère de Lara dans un monde parallèle celtique, Lara coupera court à la conversation en martelant vouloir des réponses. Une bonbonne d'oxygène permet à Lara d'explorer les fonds marins infestés de requins et de méduses. Elle trouvera les ruines d'un temple qu'elle ne tardera pas à déverrouiller. C'est en fouillant ces ruines qu'elle trouvera l'entrée de Niflheim, le royaume des morts, l'équivalent nordique d'Avalon. Elle fera face à un kraken bloquant son avancée. Elle usera d'une coupole suspendue ornée de pics acérés pour le tuer définitivement et continuer sa route et d'apercevoir une statue de Thor, le dieu du tonnerre, ainsi qu'un gantelet. La légende dit que Thor avait besoin de gantelets spéciaux pour manier Mjolnir, son célèbre marteau. Se demandant ce qu'il fait à Niflheim, Lara résolvera l'énigme pour entrer dans la pièce, s'empare du gantelet et l'enfile. C'est en se demandant quel lien peut-il avoir avec Avalon que Lara se fera encercler et assommer par des mercenaires. À son réveil, Lara n'a plus le gantelet et l'homme ayant assommé Lara laissera une bombe avec les compliments d'Amanda Evert. Son explosion forcera Lara à trouver un autre chemin, puis de remonter à la surface le plus vite possible car le mercenaire a percé son matériel de plongée. Elle reprendra les commandes de son yacht et s'infiltrera dans le cargo dans lequel est monté l'homme du temple. C'est en poursuivant Lara dans le paquebot que l'homme fera feu par inadvertance sur une bonbonne inflammable qui causera sa perte et provoquera le naufrage du paquebot. Mais le temps que celui-ci ne commence à couler, Lara découvrira Jacqueline Natla et Amanda Evert en pleine discussion. Ces dernières se rendent compte que le gantelet volé à Lara lui est associé et qu'elles ne pourront pas l'utiliser. En se confrontant à Jacqueline, elle apprendra que Richard Croft avait trouvé le mauvais au-delà nordique. La mère de Lara ne serait pas à Niflheim, mais à Helheim. Pour y accéder, Lara aurait besoin du marteau de Thor. Son père l'aurait cherché, mais aurait échoué. Un indice est laissé par Natla avant qu'un hélico n'emporte sa cellule de verre, car oui, il semblerait que Natla soit retenue prisonnière d'Amanda dans une prison de verre. La côte ouest de la Thaïlande, lieu évoqué par Natla comme prochaine destination. Le père de Lara aurait effectué des recherches là-bas, mais avant, Lara devra s'échapper du cargo en train de sombrer. Un passage assez scripté qui nous rappelle qu'Uncharted venait tout juste de débarquer dans le monde vidéoludique. En trouvant une sortie, elle apercevra Amanda accrochée à un hélico. Elle lui rendra le gantelet que seule Lara peut utiliser. La suite se déroule bien en Thaïlande et Lara recherche donc le temple dans lequel son père a fouillé. Après quelques séquences d'escalade, Lara apercevra des ruines hindoues. Elle arrivera dans un sanctuaire après avoir vaincu quelques tigres. Dans ce sanctuaire, Lara devra activer une statue représentant le dieu Shiva et la déesse Kali. Elle devra passer par les chauves-souris et les nagas et elle découvrira des architectures très similaires à celles de Niflheim durant son exploration. Une fois la statue activée, Lara descendra dans un passage souterrain après s'être débarrassée des araignées gênantes. Elle trouvera une porte semblant faire réagir son gantelet. Elle l'enfilera et se rendra compte que la géante porte de pierre sera plus légère et facilement déverrouillable grâce à ce dernier. Elle découvrira derrière cette porte des inscriptions à propos de 2 gantelets, d'une ceinture et de Mjolnir qui seraient bien protégés par les morts pour que Jomurgonder ne soit pas un danger. Une carte sur le mur devait indiquer leurs emplacements, mais détruits récemment. Un hôtel dans la salle devait contenir le gantelet, mais un message du père de Lara est gravé. Un message signé RJC dans lequel ce dernier ne voulait plus se faire duper par Natla. Lara semble comprendre où son père aurait caché le second gantelet et se met à la recherche d'un chemin pour sortir du temple. Elle se servira de son gantelet pour déplacer un pont qui lui permettra de rejoindre son bateau plus vite. De retour au manoir Croft, Lara descendra dans la crypte familiale pour fouiller la tombe de RJC, les initiales de son grand-père. Elle y trouvera bien un mécanisme permettant d'ouvrir un passage souterrain. Après avoir traversé ce passage et résolu quelques énigmes, Lara trouvera une pièce aménagée par son père dans lequel se trouve un message radiophonique de ce dernier accompagné du second gantelet. Le message lui dit de faire attention aux trals qu'ils ont ramenés de Thaïlande. D'ailleurs, la cage est vide comme par hasard. Et il expliquera avoir détruit la carte indiquant les emplacements de trésors permettant d'accéder à Avalon. Il y a tout de même une photographie de cette dernière sur le bureau. Lara activera le second gantelet et fera face aux trals. Des animaux squelettiques très étranges que Lara sera obligée de détruire une fois à terre pour éviter qu'ils ne se relèvent. La partie suivante nous ramène au prologue lors de l'explosion du manoir et des tirs de Zip sur Lara. Alors qu'elle réussit à les éviter, elle le mettra en joue et demandera des explications. Il aurait vu Lara faire sauter le manoir, ouvrir la salle du trésor à l'aide du scan rétinien et serait parti avec la pierre spectrale d'Amanda.
Après ces explications, Lara se mettra à la recherche d'Alistair en se rendant dans la salle de contrôle. Mais elle y croisera son sosie qui fera feu sur Alistair et mettra une raclée à Lara avant de prendre la fuite. Malgré tous ses efforts, Lara ne parviendra pas à sauver Alistair. Natla aurait conçu un nouveau doppelganger, capable de réfléchir par lui-même afin de récupérer la pierre d'Amanda. Lara déduira que Natla n'est pas prisonnière d'Amanda, mais qu'elle ferait équipe ensemble. Lara semble décidée plus que jamais à partir à la recherche du marteau de Thor. Pour cela, elle devra obtenir la ceinture Meggingjord pour porter le marteau. La photographie de la carte prise par le père de Lara indique le Mexique, un niveau proposant d'utiliser la moto pour atteindre les ruines d'un temple maya. Des panthères noires et des braconniers se mettront sur sa route, mais Lara n'aura aucun mal à s'en défaire. Elle atteindra un complexe voué à Xibalba, l'au-delà maya, et devra résoudre 2 énigmes liées au calendrier maya afin d'ouvrir un nouveau passage souterrain qu'elle traversera avec sa moto. Elle terminera sa course dans une énorme salle remplie d'araignées géantes. Elle devra affronter 4 défis dans 4 salles connexes afin d'y récupérer 4 pierres à placer au centre de la grande salle. Une fois la tâche accomplie, Lara aura accès à de nouveaux souterrains similaires aux ruines nordiques croisées dans ses précédentes destinations. Elle découvrira des gravures faisant écho aux gardiens et serpents Jomurgonder et du Ragnarok, la fin du monde. Une autre salle encore plus impressionnante s'ouvre à Lara, dans laquelle de l'éther coule en abondance. Ce liquide serait responsable de la survie des Thralls que Lara affronte une fois de plus. Ils sont les gardiens de ces lieux, mais malgré tout, Lara réussira à accéder à la ceinture de Thor, qui lui permettra de recharger ses gantelets. Elle fera le chemin retour vers l'extérieur et appellera Zip, qui a eu le temps d'obtenir de meilleures coordonnées sur le lieu où se situerait le marteau de Thor. C'est donc à l'île Jan Mayen qu'il se trouve. Lara s'y rend à nouveau en moto et trouvera rapidement la porte de Valhalla, l'au-delà viking. Elle y grimpera un pilier géant afin d'ouvrir la porte qui l'amèneront une fois encore vers des structures similaires à ce qu'elle a vu auparavant. Des Yétis Thralls seront présents tandis que Lara devra jouer la fille de l'air afin de traverser un pont qui l'amènera vers le marteau de Thor. Lara sait d'ailleurs qu'un autre cargo d'Amanda se trouve dans la mer d'Andaman, et elle s'y rendra avec son marteau. Le temps de développement étant assez serré, le cargo sera une copie de celui de la mer Méditerranée. Lara utilisera la colère du marteau de Thor pour se retrouver devant Natla et exiger des réponses sur comment accéder à Helheim avec le marteau. Natla a besoin de Lara et de son marteau pour accéder à Helheim, et Lara a besoin de Natla pour le rituel qui permettra d'y accéder. Elles concluront donc un marché. Amanda fera irruption dans la pièce et sans prévenir, le doppelganger jettera Amanda à travers la pièce. Lara essaiera de tuer son sosie mais sans succès. Finalement, Lara cassera la cellule de Natla pour qu'elle puisse se retrouver aux coordonnées prévues. On retrouve Lara poser une bombe sur la banquise pour se retrouver dans l'océan Arctique. Un ancien temple immergé serait la voie qui mène à Helheim. Après avoir activé les statues, Lara se rend vers la porte fraîchement ouverte du temple. L'architecture de ce dernier semble indiquer qu'elle serait sur la bonne voie. Natla surgira pour ouvrir l'accès, et c'est après une nouvelle session d'escalade que Lara utilisera son marteau pour accéder au prochain couloir. Elle y retrouvera sa mère qui, en se retournant, montrera qu'elle est devenue Thrall après toutes ces années. Lara surpassera ses émotions pour lui enchaîner des tirs et la faire tomber dans les terres. Sous le choc, Lara se fera narguer par Natla, qui dévoilera qu'elle s'est servie de cette histoire pour que le père de Lara puisse trouver un moyen de l'emmener vers Helheim. Après qu'il ait trahi Natla en Thaïlande, elle l'aurait éliminé. Elle s'est ensuite servie de Lara dès qu'elle l'a vue avec le gantelet de Thor pour reprendre ce que Richard avait entrepris. Lara essaiera d'utiliser le marteau pour détruire Natla, mais le doppelganger l'en empêche. Alors que Natla laisse le soin au doppelganger de s'occuper de Lara, elle s'éclipse pour invoquer Jomurgonder. Lara affronte son sosie encore une fois, mais alors que tout espoir semble perdu, Amanda utilise sa pierre pour arrêter le sosie et l'expédie dans les terres. Amanda retiendra les Thralls, pendant que Lara poursuivra Natla. Jomurgonder, le serpent de Midgard, n'est qu'une métaphore des rifts d'un réseau de plaques tectoniques connectées à la statue de serpent dont elle se sert pour provoquer des séismes, des tremblements de terre, bref, le 7e âge, aussi appelé la fin du monde ou Ragnarok chez les Nordiques. Alors que Lara s'active à détruire les piliers qui maintiennent la statue, nous apercevons Amanda qui commence à être à court d'énergie dans sa pierre spectrale. Natla l'assommera avec une puissante décharge d'énergie. Pendant ce temps, Lara détruit le dernier pilier maintenant la statue. Cette dernière s'écroule, mais Natla s'interpose et fait tout ce qui est en son pouvoir pour la maintenir. Lara lui balancera le marteau de Thor, permettant de l'envoyer dans les terres. Prisonnière de la salle, Amanda essaiera de libérer le passage avec sa pierre spectrale, sans succès.
Lara percevra un socle de pierre gravé comme au Népal dans Tomb Raider Legend. Elle s'apercevra qu'un morceau du socle est cassé et que sans lui, le socle ne sera jamais actif. Malheureusement, Lara ne peut pas maintenir le morceau à sa place et activer l'épée. Cependant, Amanda le pourrait et il lui suffirait d'atteindre la main de Lara à temps. Alors que nous nous demandions si Amanda ne laisserait pas Lara là où elle est, celle-ci active l'épée et attrape la main de Lara, les renvoyant au Népal. Alors que Lara et Amanda se séparent dans une relation toujours tendue, Lara rend un dernier hommage à sa mère et Tomb Raider Underworld clôture la recherche de la mère de Lara. Les critiques de Tomb Raider Underworld seront généralement positives pour les versions 360, PS3 et PC, ce dernier rappelant pour beaucoup l'original et ayant subi un lifting complet. Les environnements et la motion capture seront applaudis alors que la caméra et le système de combat seront plutôt pointés du doigt. IGN pourtant appréciera le nouveau système d'adrénaline remplaçant le bullet time de Legend et le système de rage d'Anniversary. Bref, les critiques sont très bonnes, allant jusqu'à dire qu'il s'agit du Tomb Raider que tout le monde attendait et qu'il est aussi bon qu'aucun Tomb Raider ne l'a jamais été. Cependant, les versions Wii et PS2 sorties début 2009 subiront des critiques très négatives. Les jeux ont été réduits à l'extrême, les combats pratiquement inexistants, et le fait que le jeu soit beaucoup plus court et truffé de bugs font que beaucoup de journalistes estimeront que ces versions n'auraient jamais dû sortir. Une petite polémique éclatera à la sortie de Tomb Raider Underworld. En effet, aux États-Unis, Eidos a tenté d'empêcher toute critique mettant une note en dessous de 8 sur 10, afin de ne pas repousser les joueurs qui auraient envie de l'acheter. Cela sera confirmé par un porte-parole d'Eidos. Pour les ventes, en janvier 2009, Eidos annoncera que Tomb Raider Underworld n'avait pas atteint les objectifs de vente. Le jeu s'est écoulé à 1,5 million d'exemplaires en 2 mois, mais fin février 2009, le jeu atteindra 2,6 millions d'exemplaires et en mai 2019, le PDG d'Eidos dira avoir atteint finalement ses objectifs pour Tomb Raider Underworld. Il ressortira dans une version Xbox classique et PlayStation Platinum. PlayStation, qui inclura le jeu dans son catalogue PlayStation Plus en décembre 2011. Le jeu recevra une nomination au BAFTA en 2009 et son histoire sera nominée au Video Game Writing Awards. Mais l'histoire de Tomb Raider Underworld ne s'arrête pas là. Microsoft se rapprochera d'Eidos afin d'obtenir l'exclusivité d'extensions téléchargeables pour le jeu. Un accord sera trouvé et 2 extensions exclusives à la Xbox 360 seront annoncées pour le Xbox Live en décembre 2008. Les tenues Legend et Anniversary seront proposées également sur le Xbox Live gratuitement, tout comme d'autres tenues, dont 2 tenues créées spécialement par des créateurs de mode québécois. Celles-ci ont fait l'objet d'un vote du public parmi plusieurs autres tenues. Ces extensions feront polémique suite aux révélations d'anciens employés d'Eidos qui auraient révélé que ces DLC seraient en fait des morceaux coupés du jeu. Mais en réalité, Livingstone révélera que le premier DLC possède effectivement quelques coupes du jeu original qui n'avaient pas eu le temps d'être développées, en raison d'un délai de développement court. Cependant, l'histoire derrière et 70% de ce DLC ne provient d'aucune coupe. Il n'était même pas prévu de donner suite à l'histoire du jeu de base. Le premier chapitre d'histoire supplémentaire se nomme Sous les cendres. Ce dernier revient sur une autre découverte que le père de Lara aurait amenée de Thaïlande, un artefact capable de contrôler des thralls. Cependant, Lara ne l'a pas trouvé dans les souterrains, mais un Thrall apparaît soudain et mène Lara plus loin dans les profondeurs de son manoir. Elle explorera ces souterrains, affrontant araignées et Thrall sans compter les nombreux dangers que représentent les pièges de ce lieu. Alors que Zip avertit Lara de la présence du doppelganger qui s'est rendu dans les souterrains, Lara trouve l'objet et une inscription sur celui-ci permet de contrôler le Thrall. Elle lui ordonne de mourir au moment où le doppelganger débarque. Lara citera la formule, ce qui lui permettra de prendre le contrôle du doppelganger. Elle lui donnera l'ordre de s'assurer que Natla souffre. Le doppelganger s'en ira, mettant fin à ce DLC de 40 minutes. Il est sorti le 24 février 2009, au prix d'une dizaine d'euros. La seconde extension est nommée L'ombre de Lara et permet de contrôler le doppelganger. On revient sur la scène où Amanda expédie le doppelganger dans les terres. En réalité, ce dernier aura de la chance en retombant sur la terre ferme. Dans ce DLC, l'ombre de Lara permet d'avoir un gameplay plus rapide et des pouvoirs que Lara ne possède pas. Le sosie peut par exemple grimper des surfaces auxquelles Lara ne pourrait pas au détriment d'une jauge de pouvoir. Se battre plus aisément au corps à corps fait aussi partie des nouveautés, mais aussi d'activer le pouvoir des ombres blanches pour effectuer une frappe des ombres ou une destruction des ombres. Des moments adrénaline très puissants pour les combats au corps à corps. Le sosie retrouvera Natla, qui ressemble à un Thrall après son plongeon dans les terres. Natla prononcera une phrase pour contrôler le doppelganger et lui ordonnera de la sortir d'ici. Ce qu'elle fera est l'emmènera dans une cellule régénératrice. Elle ordonnera au doppelganger de réactiver le courant pour que sa cellule puisse fonctionner à nouveau. Elle le fera après une longue session d'escalade et d'affrontement dans le temple.
En retrouvant Natla, le doppelganger recevra l'ordre de tuer Lara, puis de mettre fin à sa propre existence. 4 jours plus tard, nous retrouvons la scène du précédent DLC où Lara ordonne au doppelganger de faire souffrir Natla grâce à la formule qu'a trouvée Lara. Un morceau de scène manqué dans le précédent DLC. En effet, avant que Lara ne donne cet ordre, elle lui ordonne de ne plus suivre d'ordre d'autres personnes qu'elle et qu'elle est désormais libre. Le doppelganger retournera dans le temple de la mer Arctique, coupera le courant et après plusieurs autres affrontements contre les Thralls, elle retrouvera la cellule de Natla et la détachera pour qu'elle puisse s'écraser au sol. Natla, bloqué contre les terres, essaiera de reprendre le contrôle du doppelganger, sans succès. Le sosie de Lara se délectera de voir Natla souffrir et de mourir sous ses yeux. Environ 1 heure est nécessaire pour terminer ce second DLC au prix d'une dizaine d'euros, et sorti le 10 mars 2009. Ces extensions comprenaient des tenues également toujours exclusives à Microsoft. D'ailleurs, même si les DLC ne sont pas sortis ailleurs, il y a un espoir cette année car les DLC vont pouvoir être portés prochainement sur d'autres plateformes, dès que Crystal Dynamics aura du personnel disponible pour cette tâche. On imagine qu'il s'agira d'une version PC car la PS3 est beaucoup trop vieille pour recevoir des DLC aujourd'hui, ou alors un portage sur des consoles récentes serait possible. Quoi qu'il en soit, un 3e DLC pour Tomb Raider Underworld est en développement. Toby Gard, toujours dans l'équipe de Crystal, pour le développement de Underworld, aurait l'idée de retrouver Lara à Londres pendant que la ville serait en train de sombrer dans les terres, provoquant le chaos et la destruction. Lara devait se sacrifier à la fin du DLC, et cela aurait dû être le point culminant de la trilogie avant le reboot. Le DLC devait se nommer Raiders, mais abandonné pour n'être qu'un DLC vu l'ambition qu'il proposait. Non, Raiders sera désormais un projet de jeu complet, mais ça, je vous l'expliquerai dans le prochain chapitre de l'histoire de Tomb Raider.